Nouvelle édition du journal Sweden TV. Bienvenue à tous au sommaire. Retrait prochain des groupes Petroline et Bolloré du projet de réhabilitation et de construction du chemin de fer Cotonou-Niamey. Ce serait là la volonté du président Patrice Talon révélée dans une interview il y a quelques jours. La position très mesurée du groupe Petroline dans cette édition. Mise en garde adressée aux cybercriminels et aux colporteurs de fake news et d'images violentes par le biais des réseaux sociaux. C'était le menu du point de presse du premier substitut du procureur de la République ce mercredi 21 mars 2017. Et puis Fatou Bensouda en République centrafricaine. La procureure de la Cour pénale internationale vient apporter son soutien à la mise en place d'une cour de justice spéciale pour juger les criminels de guerre dans le pays. Merci de nous préférer pour vous informer. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Rebondissement récent dans le dossier du corridor ferroviaire Bénin-Niger, Patrice Guillaume Athanase Talon, président de la République du Bénin, proposerait la sortie des deux protagonistes, les groupes Bolloré et Petroline, du projet au profit d'un repreneur chinois. La réaction très attendue du groupe Petroline, adjudicataire du projet, n'aura finalement pas tardé. Claudine Afiavi-Prudencio, dans l'interview que vous allez suivre, dit entre autres attendre la réaction officielle, la notification officielle de cette décision. Elle s'est exprimée par téléphone sur les antennes de la radio Diaspora FM. Tendez l'oreille. Bonjour Madame Claudine Afiavi-Prudencio. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci de répondre à l'invitation de Diaspora FM dans cette nébuleuse des rails au Bénin. Dans une interview publiée ce 19 mars par Challenge et reprise par plusieurs organes de presse, et au Bénin, le président Talon aurait confié à ses interlocuteurs qu'il souhaiterait que les groupes Bolloré et Petrolin se retirent à l'amiable du projet de réhabilitation et de construction de la voie ferrée Cotonou-Niamey. Dites-nous, avez-vous connaissance de cette information? Merci, monsieur le journaliste. Nous avons bel et bien connaissance de ce souhait du président Patrice Talon. Mais nous tenons à préciser que le retrait de Petroline du chemin de fer n'a aucun lien avec le retrait de Bolloré du chemin de fer. Une décision de la Cour d'appel de Cotonou, renforcée par l'arrêt de la Cour suprême, a décidé que la concession faite à Bolloré est une voie de fait et a ordonné à Bolloré de cesser tous travaux sur la ligne ferroviaire. Il résulte de ce qui précède que le départ de Bolloré est une décision judiciaire qui est exécutoire, alors que le retrait de Petroline sera le résultat d'une négociation entre lui et les États. Je vais renchérir en disant que Petroline a des droits que lui confère la notification de l'adjudication et les décisions de justice intervenues. Les termes des négociations projetées entre les États et Petroline n'ont aucune conséquence sur l'injonction faite à Bolloré de cesser tous travaux sur les chemins du fer. Il s'agit d'une conséquence de l'effet relatif des contrats. Donc la négociation entre les États et Petroline n'empêche pas d'opposer la décision de justice à Bolloré. Le président Talon a-t-il formellement notifié au groupe Petrolin cette option? Cette option n'est pas encore formellement notifiée au groupe Petroline. Et le président Talon ne serait pas favorable au fait qu'un opérateur économique tout seul investisse dans la réhabilitation du projet. Comprenez-vous cette position? Monsieur le journaliste, nous ne comprenons pas pourquoi le président Patrice Talon pourrait estimer qu'un investisseur tout seul investisse dans la réalisation du projet. Nous tenons à rappeler à l'attention de l'opinion publique que si Petroline a été déclaré adjudicataire, c'est justement un appel d'offres international. Il en a jugé capable financièrement et techniquement. Selon un commentaire du journal, Samuel Dossou Aoré n'aurait pas la surface financière suffisante pour faire le travail. Comment comprenez-vous cette affirmation, cette position? Nous ne savons pas sur quoi les auteurs de cette allégation ou le journal auquel vous faites allusion se basent pour affirmer une telle chose. Petroline a fait ses preuves en réalisant sur son propre le portrait de Paracou et dont l'ampleur des investissements peut être constatée sur place à Paracou. Petroline a rendu disponibles les frais d'indemnisation des présumés propriétaires du domaine du port en eau profonde de Sénégal. Il s'agit d'une obligation qui incombait à l'État béninois, que Petroline a suppléé.
Petroline a fait ses preuves dans plusieurs pays en Afrique, en Europe et aux États-Unis. En tout état de cause, un opérateur crédible comme Petroline a toujours le soutien de ses partenaires internationaux. Enfin, challenge.fr, Madame Claudine Prudencio, le Bénin et le Niger s'accorderaient sur le choix de la Chine pour reprendre en main le projet contre une équitable indemnisation. Seriez-vous favorable à cette option? Petroline attend d'être officiellement saisi des propositions des États. Petroline n'a pas été saisi officiellement pour le moment. Parce que saisi officiellement, c'est que les deux États lui adressent un courrier. Pour le moment, Petroline n'a pas encore reçu ce courrier et Petroline attend ce courrier. Merci à vous, Madame Claudine Prudencio. Merci, monsieur le journaliste. Le président de la République a présidé en personne, comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres ce 21 mars 2018. Les décisions qui en sont issues, vous allez l'entendre, font la part belle à la promotion du tourisme. C'est Loris Davo qui a recueilli ces opinions, ces informations du garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement. Sélection de cabinets pour la mise en œuvre des projets de construction des musées d'Abomey, d'Alada, de Porto Novo, de Ouida et de la Marina, porte du non-retour. Le gouvernement a décidé de faire du tourisme un pôle majeur de croissance économique dans notre pays. À ce titre, de grandes réalisations sont prévues pour soutenir le secteur. Au nombre des projets figure le développement d'équipements culturels et touristiques des localités d'Abomey, d'Alada, de Ouida et de Porto Novo. À cette fin, les sites identifiés seront valorisés et transformés en de véritables attractions touristiques à forte potentialité économique. Dans cette perspective, des négociations ont été engagées avec des cabinets spécialisés de renom en vue de disposer de dossiers architecturaux et d'études techniques détaillées pour amorcer la phase de construction des infrastructures. Ces cabinets exécuteront les missions complètes de maîtrise d'œuvre en partenariat avec des cabinets béninois pour favoriser le partage d'expériences et le transfert de compétences. Il s'agit de, premièrement, atelier d'architecture de Valence Loutati pour le projet de construction du musée de l'épopée des rois d'Abomey et de l'arène des Vaudous non masqués. Deuxièmement, agence Françoise Ntépé pour le projet de construction du musée esclavage, résistance et mémoire Toussaint Louverture d'Alada. Troisièmement, agence d'architecture Zuo Montpellier pour le projet de construction du Musée international des arts et civilisations du Vaudou Orisha et de l'arène des Vaudous masqués de Porto Novo. Quatrièmement, EREMCO pour les projets de construction à l'identique de la cité historique de Ouida et de construction de la Marina, porte du non-retour. Cinquièmement, les crayons pour la scénographie et l'éclairage muséal sur les projets d'Abomey, d'Alada et de Porto Novo, ainsi que les équipements culturels et touristiques de Ouida et de la Marina. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier à l'effet d'effectuer les diligences en vue de la contractualisation avec ces cabinets. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, M. Alban Bienvenu-Bessan, contrôleur financier, M. Éric Georges Yétoyon, conseiller technique au budget, M. Latifou Franck Digla, conseiller technique aux affaires fiscales, M. Jean Toboula. Au ministère de l'Eau et des Mines, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Aïnde E. Laouin, secrétaire général adjoint, M. Youssouf Abou,
directeur général de l'Office béninois de recherche géologique et minière, Monsieur Évariste Agli, directeur général de la Société béninoise des hydrocarbures, Monsieur Issifou Moussa Yari. Face à la recrudescence des crimes rituels au Bénin attribués à des cybercriminels communément appelés Gaïman, en quête de gains faciles et face à la publication sans retenue d'images macabres de corps mutilés sur les réseaux sociaux, le premier substitut du procureur de la République a fait une déclaration ce mercredi au tribunal de première instance de Cotonou. Le parquet met en garde les auteurs et complices de ces faits. Suivez plutôt. Téléphones portables et ordinateurs sont désormais envahis d'images d'enfants enlevés, puis sauvagement mutilés, d'hommes et de femmes morts dans des conditions effroyables et d'éléments audio réalisés par des personnes faisant l'apologie des sacrifices humains ainsi que des crimes rituels. En premier lieu, les atteintes à la vie humaine et plus spécifiquement les homicides font partie des infractions les plus durement punies dans notre législation. Les auteurs et les complices de ces infractions encourent les mêmes peines. Il s'agit de la prison à vie en application des articles 295 et suivants de notre Code pénal. En conséquence, le parquet poursuivra avec la même fermeté aussi bien les praticiens qui initient des jeunes avides d'argent à ce type de rite que les adeptes de ces cultes. En second lieu, les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit. Le parquet rappelle à toutes fins utiles que la divulgation sans précaution d'images macabres, souvent à destination d'un public jeune, constitue une infraction à la loi pénale. La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé l'ordre public ou aura été susceptible de la troubler ou aura incité à la haine entre citoyens, est punie de peine d'emprisonnement et d'amende. Il en est de même de la diffusion de toute information susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un particulier qui est puni d'une année d'emprisonnement et ou d'une amende de francs CFA 5 millions. C'est dire donc qu'en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le numérique, le Bénin dispose de l'arsenal législatif suffisant pour instruire et réprimer toute divulgation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Il existe aujourd'hui des moyens technologiques pour retrouver les auteurs des messages postés sur les réseaux sociaux. La poursuite sera dirigée non seulement contre ces auteurs, mais aussi contre toute personne relayant les fausses informations. L'eau, la réponse est dans la nature. C'est le thème de la Journée mondiale de l'eau célébrée par la communauté internationale ce jour. Pour mieux comprendre ce thème, Mori Agua a tendu son micro à Emmanuel Lanouin, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Notez qu'il intervenait sur nos antennes Escalité, chef du département d'hydrologie et gestion des ressources en eau à l'Institut national de l'eau, quelques heures seulement avant sa nomination au poste de directeur de cabinet au ministère de l'Énergie et de l'eau. Nous en profitons pour lui présenter nos félicitations. Il faut dire que cette année, ce thème qui est l'eau, la réponse est dans la nature, est une invitation de la communauté internationale à réfléchir sur comment nous pouvons exploiter les atouts de la nature pour régler, pour faire face, n'est-ce pas, aux défis liés à l'eau, tels que les inondations,
telles que les sécheresses, telles que les crises, n'est-ce pas, d'eau, le manque d'eau parfois dans certaines régions du pays, les zones à accès difficile pour ce qui concerne l'eau souterraine. Et donc, il faut exploiter la nature pour que, de façon judicieuse, pour que nous puissions trouver les solutions à apporter à ces contraintes liées à l'eau. Lorsque vous voulez améliorer la disponibilité de l'eau, mais il faut déjà commencer par reverdir le territoire pour permettre que la végétation puisse faire infiltrer beaucoup plus d'eau souterraine que l'on peut mobiliser après. Il faut également, par exemple, que les zones humides soient restaurées pour permettre au cycle de l'eau de se porter mieux. Il faut par exemple une bonne gestion de nos lacs et lagunes qu'il ne faut pas polluer parce que nous tirons des ressources halieutiques importantes de ces zones humides-là. Donc quand je pense au lac Aimé, il faut protéger les bords de ce lac. Il faut faire en sorte que le lac ne se comble pas. Il faut donc des mesures, n'est-ce pas, de gestion durable des terres, des mesures, n'est-ce pas, de gestion durable de nos forêts. C'est pour cela que cette année, le thème est donc l'eau, la réponse est dans la nature. C'est-à-dire que la réponse que nous allons apporter pour les problèmes liés à l'eau sont naturellement dans la nature. Parce que lorsque nous détruisons la qualité des sols, lorsque nous polluons nos sols, eh bien, cela se retourne en même temps contre nous dans l'eau que nous allons mobiliser. Qu'elle soit l'eau de surface ou l'eau souterraine, eh bien, notre pollution nous revient dans nos verres. Voilà pourquoi il est important de tenir compte de la nature et de profiter, n'est-ce pas, des atouts que la nature nous offre pour résoudre les problèmes liés à l'eau. Le professeur Laouin aura probablement l'occasion maintenant de mettre en œuvre toutes ces belles propositions. Célébration ce 21 mars de la Journée internationale des forêts. C'est en 2012 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de l'importance des différents types de forêts. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui, au Bénin, a abrité la cérémonie officielle. Au menu, nettoyage et mise en terre de plants dans la ville, en harmonie avec le thème de cette année, forêt et villes durables, faisons de nos villes des lieux plus verts et plus sains où il fait bon vivre. Reportage Fréjus Serlan. La commune d'Abomey-Calavi qui a abrité ce 21 mars 2018 le site national où s'est déroulé les cérémonies entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des forêts. Forêts et villes durables, faisons de nos villes des lieux plus verts et plus sains où il fait bon vivre. C'est le thème de cette édition que justifie le directeur général des eaux, forêts et chasses. C'est ici que se produit surtout les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, qui constitue l'essentiel des gaz à effet de serre. Les arbres ont cette capacité de consommer donc le CO2 et de rejeter, disons, l'oxygène. Alors, si la ville va être durable, si les gens vont vivre durablement dans la ville, il faut bien qu'il y ait cet oxygène. C'est pour cela que dans les espaces, il est prévu que nous créons donc des poumons verts pour la séquestration du carbone. Encourager, voyez-vous, la communauté internationale, les populations, les élus locaux, d'accord, à réaliser à l'intérieur donc des villes, des forêts, des bois, des promenades. Le choix de la ville d'Abomey-Calavi n'est pas anodin. L'année dernière, nous avons si bien compris que nous avons travaillé avec vous pour pouvoir reboiser un certain nombre d'espaces libérés, notamment celui sur qui nous sommes, d'accord. Et également, nous avons reboisé d'autres espaces et des artères au niveau d'Abomey-Calavi. Et vous nous avez accompagnés, vous avez fait vraiment ce qui est de votre devoir pour que nous puissions vraiment réaliser ces plantations-là. Actuellement, nous avons réalisé ces plantations, mais il faut les entretenir. Et c'est pour ça que nous avons pensé que nous autres, notre manière
de célébrer forêt et ville durable, c'est d'entretenir les espaces verts que nous avons réalisés l'année dernière avec vous. Des espaces verts devenus des tas d'ordures au cœur de la ville d'Abomey-Calavi et sans entretien. Le directeur des services techniques de la commune indexe les citoyens. Mais comme vous l'avez constaté, les populations transforment le site en dépotoir. Même si la mairie doit faire cet entretien, c'est sur leur fonds que la mairie le fait. C'est le principe de pollueur-payeur. C'est sur les impôts que eux et population payent que nous allons faire l'entretien. Et si la mairie ne dispose pas d'assez de fonds pour faire l'entretien, la mairie va procéder à l'augmentation des taxes et des impôts. Donc, qui payent finalement, ce sont les populations. Autant avoir le comportement de ne pas jeter pour que la mairie ne soit pas obligée de leur demander de payer de leur poche pour cet entretien. Quant au premier adjoint au maire de la ville d'Abomey-Calavi, il a pris des engagements pour un meilleur suivi des plans nouvellement mis en terre. Je voudrais vous témoigner notre reconnaissance pour le choix de notre commune et vous rassurer de ce que nous allons nous associer à l'inspection forestière de l'Atlantique et du littoral pour le suivi et la protection des plans mis en terre pour le bien-être de nos populations. Alors que le couvert forestier régresse, le directeur général des eaux, forêts et chasses a exhorté la mairie d'Abomey-Calavi à mieux s'organiser pour entretenir les arbres plantés sur tous les autres sites de la ville. Encore quelques semaines, le recensement administratif à vocation d'identification des personnes RAVIP prendra fin dans sa phase actuelle. À Golodjigbe, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'engouement des populations reste-t-il identique à celle des premiers jours? Pour le savoir, François Kado Hungbere Rento et Fiacre Voitan ont sillonné quelques sites d'enrôlement de la localité. Suivez le reportage. Démarré le 1er novembre 2017 sur l'ensemble du territoire national, le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP suit son cours dans chacune des communes du Bénin. À presque un mois de la fin de l'opération, dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément dans l'arrondissement de Golodjigbe, le taux d'enrôlement est estimable à 80%. C'est ce que nous confie Bassabi Issifou, Nouroudine, agent formulaire. Par rapport au recensement qu'on a eu à faire depuis le début de l'opération, on peut estimer que le taux qu'on a eu à faire, ça avoisine à 80% comme ça, depuis le démarrage de l'opération. Une opération qui n'est pas sans difficulté pour les agents formulaires. Oui, les difficultés qu'on a eu à rencontrer, bon, ça c'est par rapport... En tout cas, les gens ne maîtrisent pas, ne connaissent pas les informations qui figurent sur les fiches, à savoir la date et le lieu de naissance de leurs parents. Et surtout ça. Des fois, les gens viennent ici pour nous influencer par rapport à leurs titres, pour dire qu'ils aussi sont des intellectuels, croyant que et ils ne savent pas que nous aussi, nous sommes des intellectuels. Donc... Contrairement à certains endroits où il y a d'affluence, ici, selon les personnes rencontrées sur place, l'enrôlement ne dure pas. Dame Angélique Yayi et Paul Ronconon témoignent. C'est bon. Ça ne dure même pas. Parce que ce matin, moi, je suis venue à 6 h pour m'inscrire les noms et les enfants. Et maintenant, à l'heure là, je suis déjà fini. C'est pas compliqué. Sortez très massivement et c'est bon. Les Béninois n'aiment pas sortir à temps. C'est à la dernière minute qu'ils ont préféré sortir. C'est pourquoi à des endroits donnés, il y a du monde. Sinon, que hier, j'étais déjà à Cotonou, je voulais faire ça là-bas, mais j'ai vu qu'il y avait trop d'affluence. J'étais obligé de replier. Voilà qu'il ne resterait qu'un mois pour la suite du RAVIP. Les populations auront-elles un probable prolongement? L'agent formulaire Bassabi Issifou Nouroudine répond. Bon, pour le moment, nous n'avons pas l'habilité à dire cela. Mais bon, les gens estiment qu'ils peuvent prolonger. Mais pour le moment, nous, les agents formulaires, on ne peut pas infirmer ou bien confirmer s'il y a un probable prolongement. Sinon, pour le moment, notre mission prend fin le fin avril. En attendant la fin de l'opération en avril, il est important de rappeler que le recensement administratif à vocation d'identification de la population est une opération de recensement massif initial de la population en vue de réaliser au plus vite l'identification des personnes physiques en République du Bénin.
De nouvelles brèves pour mettre un terme à ce journal. Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, est arrivé mardi soir à Bangui pour une visite de 3 jours dans le pays. Le but de son séjour dans la capitale centrafricaine est donc de partager son expérience avec la Cour pénale spéciale de Centrafrique qui n'est pas encore entrée dans sa phase opérationnelle. Les deux juridictions ont toutes le même rôle consistant à juger les crimes graves commis dans le pays afin de ramener la paix en Centrafrique. Le procès du putsch manqué du 15 septembre 2015 au Burkina Faso, suspendu il y a 3 semaines, a finalement repris ce mercredi 21 mars à Ouagadougou. Le 16 septembre 2015, vous vous en souvenez, des soldats du régiment de sécurité présidentielle avaient tenté de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré, faisant 14 morts et 270 blessés. En tout, 84 accusés sont jugés dans cette affaire, dont les 2 principaux acteurs que vous venez de voir, les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré, qui étaient présents à la reprise des audiences. À la reprise du procès, les avocats continuent des débats de procédure en vue de récuser tout simplement le tribunal. Ce sera donc tout pour cette édition que je vous invite à retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci de votre accompagnement renouvelé.